Il y a un paradoxe assez troublant, enfin, quand on regarde un peu les données sur les risques naturels aujourd'hui. D'un côté, on a des outils numériques mondiaux, tu sais, ces algorithmes ultra puissants qui ingèrent des tonnes de données. Ouais, des pétaoctets entiers pour calculer des probabilités. C'est ça. Et ils font ça avec une froideur presque clinique. Par exemple, si on prend un outil de référence comme Think Hazard et qu'on lui demande d'évaluer le bassin hydraulique du Bougré grec Chaouia au Maroc, Son verdict est hyper serein, c'est vrai. mais totalement, le risque de crue y est classé comme faible. Selon leur modèle de prédiction, il y a à peine 10% de probabilité que des inondations majeures causent des dommages dans les 10 prochaines années. Sur le papier, c'est super net, ça donne envie de dormir sur ses deux oreilles. Sauf que cette froideur algorithmique, elle a un côté très pervers. Une probabilité de 10% à l'échelle d'une décennie, ça crée un biais cognitif massif chez tout le monde. Un faux sentiment de sécurité, en fait. Absolument. On regarde un fleuve, on le voit à son niveau le plus bas, très calme, presque à sec par endroits, et on superpose ce petit pourcentage abstrait sur le paysage réel. Ouais. L'outil mondial, en fait, il lisse la géographie. Il fait une moyenne des extrêmes et il finit par gommer la notion même de danger imminent. Le problème, c'est que la mémoire locale, elle lisse rien du tout. Quand on ferme les tableaux de bord et qu'on regarde l'histoire récente de cette même région, la réalité est nettement plus chaotique. Épouveuse, je dirais. Ah, c'est le moins qu'on puisse dire. Ce bassin hydraulique a un passé qui contredit frontalement cette tranquillité mathématique. Si on remonte juste à 1997, des crues absolument dévastatrices ont frappé des villes côtières majeures. On parle d'El Jadida, Casablanca, Mohamedia. Et Mohamedia, d'ailleurs, a revécu ça en novembre 2002. C'est ça, la ville a été totalement paralysée. Et on ne parle pas de quelques caves inondées, hein. On parle de zones industrielles complètement submergées, de coupures d'électricité massives, une ville coupée du monde. Exactement. L'eau s'est pas arrêtée aux 10% de probabilité calculée dans un bureau à l'autre bout du monde. Elle a juste tout emporté. Donc notre mission pour cette analyse, c'est justement de comprendre comment l'Agence du bassin hydraulique du Boré grec Chaouia, la BHBC, navigue dans ce paradoxe. Pour protéger les gens et l'industrie, ils ont décidé de ne pas se fier aveuglement à ces pourcentages lissés. Ils partent carrément du principe que le pire va arriver. Voilà. Et pour l'anticiper, ils ont déployé une ingénierie de pointe, un système de détection et d'alerte extrêmement complexe. Et ce qui est fascinant ici, c'est de suivre le parcours physique de l'information. L'agence a dû créer une chaîne de transmission qui part littéralement de la goutte de pluie percutant le sol rocailleux, Ça passe par un réseau de capteurs autonomes, ça voyage à travers des ondes radio. pour finalement atterrir sur des serveurs qui vont dicter une décision humaine. C'est vraiment l'interface pure entre la brutalité de la nature et le calcul de crise. Ok, décortiquons tout ça. Si on commence par le terrain, la première étape logique, j'imagine que c'est de rendre la rivière bavarde, en quelque sorte. C'est une belle façon de le dire. Il faut qu'elle puisse communiquer son état aux ingénieurs en temps réel. Les sources mentionnent le déploiement d'un réseau physique de 28 sites stratégiques, et tous sont équipés de matériel de mesure automatique. Mais le détail technique qui saute aux yeux, c'est l'autonomie de ces stations. Elles marchent aux panneaux solaires. Ouais, l'autonomie totale, c'est crucial, hein. J'aime bien imaginer ça comme un immense stéthoscope solaire posé sur la poitrine du bassin hydraulique, juste à l'écoute de la moindre anomalie de son pouls aquatique. Le stéthoscope est une très bonne image parce que l'auscultation doit être ininterrompue, peu importe l'état du réseau électrique autour. Bah oui, lors d'une tempête sévère, c'est le réseau public qui lâche en premier. C'est clair. Si tes capteurs dépendent d'une ligne à haute tension qui s'effondre, tu perds la vue au moment précis où tu en as le plus besoin. Donc l'autonomie solaire, couplée à de grosses batteries, ça garantit que la donnée continue de circuler, même dans le noir complet d'une nuit de tempête. C'est brillant. Et sur ces 28 sites, on ne trouve pas juste des échelles graduées basiques. Les documents parlent de radars limimétriques pour mesurer la surface de l'eau. Tout à fait. C'est une technologie très pointue. Sachant qu'un radar envoie une onde qui rebondit sur l'eau pour calculer la distance, je suppose que le vrai défi, c'est pas d'émettre l'onde. C'est plutôt de réussir à interpréter le signal quand la rivière est déchaînée, non? Exactement. Avec l'écume, les vagues, les troncs d'arbres qui passent, l'onde radar rebondit sur une surface complètement chaotique. Le filtrage du bruit de fond, c'est le véritable tour de force de ces radars. Parce que la surface d'une rivière en crue, c'est pas un lac tranquille, c'est hyper turbulent. Le capteur radar, il est souvent suspendu à l'abri sur un pont ou une potence. Et il fait combien de mesures à peu près? Des dizaines par seconde. Les microprocesseurs de la station locale appliquent des algorithmes de lissage pour ignorer les valeurs absurdes. Par exemple, si une grosse branche passe juste sous le faisceau.
Ou une vague isolée qui ferait croire à une montée soudaine? Voilà, le système extrait vraiment la tendance lourde. Ça donne une précision millimétrique sans jamais que l'appareil ne touche l'eau destructrice. C'est ce qui évite que tout soit arraché par les débris. Mais la source mentionne aussi un autre environnement de mesure, beaucoup plus complexe à mon avis, les barrages. Ah oui, c'est une autre paire de manches. Là, on n'utilise pas des radars, mais des sondes piézorésistives. Contrairement aux radars qui restent bien au sec, ces sondes sont littéralement plongées au fond de l'eau. C'est ça au fond de la retenue du barrage? Elles mesurent le poids, la pression de la colonne d'eau au-dessus. Plus ça se remplit, plus la pression augmente, ce qui modifie la résistance électrique de la sonde. C'est très ingénieux comme principe. C'est ingénieux, mais ça me semble hyper vulnérable. Le fond d'un barrage, c'est hostile, c'est soumis à l'envasement. On parle de millions de tonnes de boue. Comment une pauvre sonde peut survivre là-dedans? L'envasement, c'est vraiment le pire ennemi de cette sonde. Si la boue recouvre le capteur, la mesure de pression est complètement faussée par le poids solide de la Terre. Ah bah oui, logique. Ce sont de gros tubes verticaux perforés fixés aux parois du barrage. Ok, donc l'eau rentre, mais pas la grosse boue. Exactement. Ça laisse passer l'eau et la pression tout en filtrant les gros sédiments. Et en plus, elles ont des membranes en alliage de titane hyper résistants. Ça se déforme sous la pression sans jamais casser. C'est du matériel militaire à ce stade. Presque. Ça donne la cote exacte du barrage tout en survivant à la chimie agressive du fond. Et évidemment, tout ça est croisé avec des pluviomètres classiques pour savoir ce qui tombe du ciel. Donc on a cette matière brute, des ondes radar nettoyées, des variations électriques sous l'eau, des millimètres de pluie. Mais bon, des capteurs isolés, ça sert à rien s'ils peuvent pas donner l'alerte. C'est clair, il faut faire remonter l'info. Ce qui nous amène à la transmission. L'architecture montre que l'agence passe par un réseau de relais radio pour envoyer ses données au poste central. Pas de fibre, pas de 4G, pas de 5G. C'est vrai que ça paraît contre-intuitif à notre époque hyper connectée. Bah oui. Mais j'imagine que l'objectif, c'est d'esquiver la saturation des réseaux civils en cas de tempête. C'est la définition même de la résilience. Lors d'une catastrophe, un réseau cellulaire public, ça tombe très vite. Soit les antennes perdent le courant, soit elles sont détruites. Ou alors tout le monde essaie d'appeler sa famille en même temps. Voilà, le réseau sature. Si tes automates devaient utiliser la 4G pour envoyer un signal de débordement critique, le message resterait coincé dans les bouchons numériques. L'angoisse totale. Le réseau radio VHF ou UHF de l'agence, ça crée une sorte d'autoroute invisible. C'est du point à point, dédié à 100% à la télémétrie. C'est rustique en termes de débit, mais c'est blindé. Ce qui nous amène au point de convergence de toutes ces données radio, le siège de l'agence. Et c'est là qu'intervient le fameux logiciel Sigma. Le cerveau de l'opération. J'adore la description dans la source. Une grande salle de contrôle, un écran géant qui cartographie les rivières. On voit les tronçons passer du bleu rassurant au jaune, puis à l'orange, et enfin au rouge clignotant quand c'est critique. C'est très visuel pour faciliter la prise de décision. Mais je m'interroge sur le traitement de fond, comment Sigma fait le tri. Si un capteur défectueux qui envoie une valeur absurde, le logiciel risque de déclencher une fausse alerte et d'évacuer une ville pour rien, non? Eh bien, ce qui est fascinant ici, c'est justement l'algorithme derrière Sigma. Il va bien au-delà du simple code couleur. Il ne traite jamais un capteur tout seul. Ah, il croise les données. Tout le temps. Il fait des analyses de corrélation spatiale et temporelle. Si la station B signale une crue énorme, mais que la station A en amont et la station C en aval ne voient rien, Le logiciel comprend que c'est physiquement impossible. L'eau n'apparaît pas par magie au milieu de nulle part. exactement, il va flaguer la station B comme suspecte. Par contre, s'il voit une onde sur la station A, des fortes pluies sur le bassin, et que la station B commence à monter selon un délai logique, Là, c'est validé. immédiatement. L'alerte rouge n'est déclenchée que quand la cinématique de l'eau est confirmée par plusieurs sources. Alors, qu'est-ce que tout ça signifie concrètement quand l'alerte rouge tombe? La donnée la plus dingue de l'analyse, pour moi, c'est le gain de temps. Ce système donne un préavis de 4 à 5 heures avant que la crue ne touche les zones critiques. C'est énorme, vraiment. Au début, 4 heures, ça me paraissait effroyablement court face à un mur d'eau. Mais j'imagine que pour les secours, passer de 0 minutes à 4 heures, ça change absolument tout. Le délai de 4 à 5 heures, c'est ce qui transforme une catastrophe mortelle en un événement qu'on peut gérer. Sans ces capteurs, une crue éclaire dans un oued très pentu, tu l'entends arriver et c'est déjà trop tard. Le grondement de l'eau et c'est fini. Avec 4 heures, l'action publique devient possible. La protection civile peut mettre des barrières, fermer les ponts submersibles, qui sont des pièges mortels. On peut faire une évacuation verticale aussi, non? Oui, demander aux gens de monter dans les étages plutôt que de fuir dans des rues qui vont devenir des torrents. Et surtout, on peut évacuer les écoles. Ce laps de temps, il n'a pas été pris. Et il y a un autre aspect de ces 4 heures qui m'a frappé. C'est l'impact sur les barrages eux-mêmes.
En général, on voit un barrage comme un gros mur passif. L'eau monte et si ça déborde, ça déborde. Oui, on s'imagine que c'est juste un grand seau. Mais le texte souligne que ce système permet une bonne gestion des retenues. Donc, l'information transforme un mur inerte en un outil dynamique de protection. Si on relie ça à la situation globale, la gestion anticipée des barrages, c'est le plus gros bénéfice de Sigma. Un barrage déjà plein, c'est un danger s'il prend une crue soudaine. Parce qu'il va juste relâcher tout le surplus en aval, ça va empirer les choses. Voilà. Mais là, les ingénieurs voient la crue arriver 4 heures à l'avance. Ils peuvent faire des lâchers d'eau préventifs. Ils ouvrent les vannes pour faire baisser le niveau du lac pendant que la rivière est encore calme. Ah, il crée un creux artificiel dans le réservoir. C'est ça, ils font de la place. Et quand le mur d'eau arrive enfin, le barrage peut l'absorber. Il joue son rôle d'amortisseur. Sans Sigma, ce serait impossible à anticiper. Transformer le vide en bouclier, c'est quand même brillant. Mais malgré tout ça, les sources montrent que l'agence ne considère pas le système comme terminé. C'est un domaine qui évolue tout le temps. C'est là que ça devient vraiment intéressant. Ils ont prévu un budget d'investissement de 500 000 dirhams pour le perfectionner. Et franchement, 500 000 dirhams pour sécuriser des millions d'habitants et des usines, ça m'a paru dérisoire. Ça ressemble au prix d'un bon 4x4 équipé, c'est vrai. C'est pas le budget d'une refonte d'infrastructure nationale. Est-ce que c'est suffisant pour faire la différence? Ça paraît modeste si on pense en termes de béton. Construire une digue, c'est des millions. Mais là, c'est un investissement purement logiciel. L'infrastructure, les capteurs, tout est déjà payé et en place. Ah, d'accord, c'est de l'optimisation. Exactement. Le but, c'est d'affiner l'intelligence artificielle du système. Les modèles mathématiques, la puissance de calcul. 500 000 dirhams dans du code et des algorithmes, ça peut avoir un retour sur investissement massif sur la précision. L'un des objectifs listés d'ailleurs, c'est la régionalisation des seuils d'alerte. Au début, j'ai cru que c'était politique, genre donner le contrôle aux mairies locales. Pas du tout. C'est purement scientifique. C'est ce que j'ai fini par comprendre. C'est de la géomorphologie. On arrête d'appliquer la même règle mathématique partout et on fait du sur-mesure topographique. La régionalisation, c'est admettre que chaque territoire réagit différemment. Un seuil d'alerte basé juste sur la hauteur de l'eau, c'est un peu bête en fait. 50 cm d'eau en plus dans un canyon étroit, c'est catastrophique. L'eau accélère et arrache tout. Alors que 50 cm dans une grande plaine. L'énergie se dissipe, ça s'étale, ça inonde les champs, mais ça détruit moins les ponts. Et puis, la nature du sol joue un rôle immense. Oui, l'asphalte à Casablanca n'absorbe rien par rapport à un champ agricole. Donc avec la mise à jour, Sigma l'a intégré l'imperméabilité des sols, la pente exacte, la densité urbaine. Il dira plus juste l'eau monte à tel endroit. Il dira à cause du goudron et de la pente, tel quartier précis sera inondé dans 3 heures et 14 minutes. C'est l'objectif, réduire l'erreur spatiale. On passe d'une alerte générale qui panique tout le monde à une alerte chirurgicale. On coupe une route précise sans paralyser toute la région. En résumé de notre plongée dans les eaux du Bourg grec Chaouia, on réalise que la protection civile a totalement muté. On est passé d'un gars qui surveille la rivière à vue à une chaîne ultra connectée. De la sonde en titane au fond de la boue, au relais radio autonome, jusqu'au serveur Sigma. Et le seul vrai produit de tout cet arsenal, au final, c'est du temps. Ces précieuses heures qui font la différence entre une gestion maîtrisée et une catastrophe mortelle. Ce qui est vertigineux pour ceux qui nous écoutent, c'est de réaliser que derrière une simple averse urbaine, il y a ces immenses architectures silencieuses qui tournent à plein régime pour nous protéger de la force de la nature. Mais cela soulève une question importante pour conclure. Ces algorithmes, comme Think Hazard de début ou Sigma, ils sont tous calibrés sur l'histoire. Ils appraisent des crues passées. Les fameuses données historiques. Mais on entre dans une ère de dérèglement climatique majeur. Que se passera-t-il quand la nature produira un événement totalement inédit? C'est la limite du système. Si la nature invente un extrême pluviométrique qu'aucune base de données n'a jamais vu au XXe siècle, Le logiciel risque de bugger, de rejeter la donnée en croyant que le capteur est cassé. c'est le grand risque. Il faut que la machine apprenne à anticiper ce qu'elle n'a jamais vu. Naviguer dans l'incertitude avec des outils mathématiques. Une belle réflexion pour tous ceux qui espèrent dompter les éléments grâce à la technologie. Merci à tous d'avoir suivi cette analyse.